Alors, donc, je suis très heureuse, bien sûr, nous sommes très heureux, le Centre culturel italien, de recevoir autant de monde pour cette conférence sur Goethe et l'Italie. Je vous présente donc Annie, et elle va prononcer son nom elle-même. Annick, mais Scheffler-Balny. Voilà, Scheffler-Balny, qui est professeur émérite au lycée Joffre en classe préparatoire, qui va présenter cette conférence sur Goethe avec Dominique Marie, qui est professeur également d'allemand. Et nous avons le plaisir de recevoir également Sauveur Tortorici, qui est donc élu à la mairie de Montpellier, attaché aux cultures méditerranéennes. Donc c'est très important pour nous, bien sûr, que ces cultures méditerranéennes soient valorisées, puisque nous faisons, vous le savez, beaucoup de choses non culturelles italiennes pour les valoriser. J'annonce toujours, parce qu'après la conférence, on n'a jamais le temps, le prochain événement important qu'on va faire au centre culturel, c'est une visite, et vous allez voir que c'est en lien avec l'histoire de l'art et aussi indirectement avec Goethe, une visite au musée Fabre avec Floriana Crocella, qui est guide conférencière, qui va nous présenter la peinture italienne au musée Fabre. Vous avez les prospectus qui sont au début de la salle et on peut vous en donner. Donc je vais passer la parole d'abord à Sauveur et puis ensuite à Dominique. Merci beaucoup à vous d'être là. Mireille Rousseau, directrice présidente de l'association Nathalie Guéry, merci de m'accueillir. Madame Annick Scheffler-Balny, merci d'être présente et d'animer cette conférence avec Dominique et Marie. Tout d'abord, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous prie de bien vouloir excuser Philippe Sorel, mais c'est un plaisir pour moi chaque fois de le représenter ici, surtout ici près de vous, dans cette très dynamique association italienne qui accompagne les différents échanges qu'il y a avec l'Italie. Vous avez programmé un bon voyage sur l'Italie cet été. Vous êtes une des associations les plus anciennes, mais vu votre nombre d'adhérents, la plus dynamique en tout cas. Et je vais laisser la parole à Dominique Marie pour vous expliquer la conférence. Merci encore. Merci à vous. Oui, donc bonjour à tous les adhérents de la Dante. Bonjour aussi et bienvenue aux amis qui viennent pour la première fois dans ce lieu, dans ce centre culturel, où sont pensées, organisées et présentées des manifestations, des conférences, des cours de langue, des cours d'histoire de l'art, des cours de cuisine, des cours de danse, enfin tout un tas de choses qui se rapportent à l'Italie et à sa culture qui est si riche et si variée. Comme vous le savez, l'Italie a attiré bon nombre d'artistes et d'intellectuels, et ce pendant des siècles. Et ces artistes, ces intellectuels, ces écrivains sont allés à l'Italie pour admirer bien sûr les œuvres d'art et les paysages, et pour s'en nourrir. Concernant notre héros du jour, si je peux dire, Goethe et son expérience italienne, j'ai fait appel à mon amie Annick Scheffler-Balny, que j'ai la grande joie de vous présenter aujourd'hui. Annick a commencé à parler allemand à 13 ans, au lycée d'Agen, en classe de 4e et de B2, bien sûr. Mais d'après ce qu'elle m'a confié, ses notes n'étaient pas terribles en 4e. Et donc les résultats n'étaient pas très mirobolants, tant et si bien que sa professeure de l'époque lui avait conseillé de renoncer à l'apprentissage de l'allemand. Mais enfin, heureusement, à l'époque, ça existe toujours, il y avait des échanges culturels et chacune d'entre nous avait sa correspondante. Sa correspondante... Pardon ? Ici ? Ah d'accord. Sa correspondante de Göttingen
l'a invité à passer un séjour dans sa famille. Et Annick a été très bien reçue, très chaleureusement, avec beaucoup de convivialité. Entre parenthèses, j'ajoute que moi aussi, à cette époque-là, j'ai été reçue par des familles et on était toujours extrêmement bien reçus. Il ne faut pas que tu bouges, vraiment, sinon c'est pas possible. Comme si c'était une glace à déguster. Donc après cette expérience très positive, Annick s'est consacrée davantage à l'apprentissage de la langue et surtout il lui est venu cette idée, elle s'est attachée à cette idée de faire renaître la compréhension de la culture germanique allemande après bien sûr les années horribles les 12 années qu'ont duré la folie nazie. Ensuite, Annick a poursuivi son chemin de germaniste et en 1969, elle a obtenu l'agrégation. Elle est allée enseigner à Marseille ainsi qu'à l'université d'Aix-en-Provence et est restée dans cette région une dizaine d'années jusqu'à ce qu'on lui propose à Montpellier, au lycée Joffre, le poste de la classe de Cagnes. Et elle est venue, bien sûr, ici. Elle y a assumé ce poste de professeur d'allemand pour la première supérieure et la classe de lettres supérieures, ainsi que pour les élèves germanistes des classes de maths spé et également des classes de prépa à Sciences Po. Donc, je sais parce qu'elle me l'a dit, Annick, elle s'est régalée, si je peux dire, elle a pris un grand plaisir à transmettre donc cette littérature et cette culture allemande des pays de langue allemande, c'est-à-dire bien sûr l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Bien sûr, je me suis... alors, attendez, j'ai perdu le fil. Je sais qu'Annick, évidemment, s'est plongée volontiers dans la relecture de l'ouvrage de Goethe, Voyage en Italie. Je sais aussi qu'elle s'y rend souvent et qu'elle aime beaucoup l'Italie. Qu'elle s'y rend souvent en Italie et qu'elle aime beaucoup l'Italie. De même, je sais que Claude et Annick s'y rendent donc souvent pour des séjours assez longs. Ils aiment l'Italie beaucoup, comme nous tous. Oh là là, je suis désolée. En tout cas, juste un petit détail. Le mérite de cette conférence revient à Annick et à Claude, son mari, pour les projections. Quant à moi, ma contribution s'élève simplement au fait d'avoir mis en relation, d'avoir tissé des liens entre des amis qui me sont chers. Liebe Annick, liebe Annick, ich gebe dir das Wort. Cara Annick, ti do la parola. Et enfin, chère Annick, je te donne la parole. Bon, on vient de parler de plaisir, j'espère que le plaisir va continuer. Je vais commencer évidemment par remercier le Centre culturel de nous donner cette occasion de parler de ce beau voyage que Goethe a fait en Italie et dont je remercie aussi bien sûr Dominique de nous avoir mis en relation de manière à nous donner effectivement cette occasion. Alors le voyage de Goethe en Italie, vous le voyez, il a duré 2 ans, mais ce n'est pas qu'un voyage, c'est surtout ça. Un livre.
Ben là, je l'ai en français, je l'ai relu en français pour vous et en allemand, bien sûr. Alors, ce livre, il est très important parce que ce n'est pas un simple journal intime, c'est un travail de mémoire très long, fait par un amoureux profond de l'Italie, qui est rentré durablement transformé de ce périple. Alors nous allons le suivre tout de suite. La suite. À travers les points suivants, on va se demander pourquoi il est parti pour cette vie nouvelle, puisque je parle de transformation. Quel est le parcours qu'il a suivi? Ce sera la deuxième partie de l'exposé. Ensuite, quels sont les passeurs qu'il a rencontrés? Passeurs au terme de guide, en termes de guide, puisqu'on parle d'une initiation. Ensuite, nous interrogerons les résultats de ce voyage, de la transformation décisive et cet épanouissement à lui-même qu'il a récupéré après ces 2 années passées au-delà des Alpes pour lui. Quand il part, il a 37 ans. Il est plutôt jeune. Hein? Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il a pris quelques notes pendant ce voyage, il a envoyé des lettres, mais il n'a commencé la rédaction de ce livre que nous lisons nous aujourd'hui qu'à 67 ans, 30 ans après. C'est-à-dire qu'il a longuement mûri la chose et il l'a conçue comme une œuvre, c'est-à-dire une œuvre littéraire. La deuxième partie de l'œuvre, c'est-à-dire la moitié du livre, hein, il l'a rédigée à 80 ans, en 1829. Donc ce récit est l'œuvre de toute une vie. C'est une chose qu'on rencontre assez souvent dans la production de Goethe. Vous savez peut-être qu'il a écrit Faust au fil de toute sa vie, le Wilhelm Meister aussi, mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un récit de voyage ait duré sur une si longue période. Bon, le résultat, c'est que nous avons une œuvre qui est à la fois un témoignage et une œuvre littéraire, et cette œuvre littéraire, à travers ses qualités, peut nous ouvrir à nous un regard sur l'Italie, le regard d'un homme du XVIIIe qui avait une vie intérieure très riche. Alors, regardons maintenant les conditions du départ. Je vous lis le début du voyage en Italie. Ratisbonne, 4 septembre 1786. Je me suis enfui de Karlsbad à 3 heures du matin. Autrement, on ne m'aurait pas laissé partir. La société, qui avait bien voulu célébrer le 28 août mon jour de naissance de la manière la plus amicale, s'était bien acquis par là le droit de me retenir. Mais je ne pouvais différer plus longtemps. Muni d'une simple valise et d'un porte-manteau, je me suis jeté tout seul dans une chaise-poste. Alors pourquoi partir si vite et dans ces conditions? Qu'est-ce qui l'oblige à fuir? Il fuit une amie de cœur qui a été une personne très importante pour lui, mais qui commençait à peser beaucoup, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Madame Charlotte von Stein, qui est une personne qui l'a apporté énormément à la fois philosophiquement, dans les bonnes manières, dans tout son mûrissement personnel. Mais donc il étouffe dans cette relation. Et deuxièmement, il fuit ses multiples charges de ministre, conseiller personnel du duc, toutes les directions, toutes les charges dont il a été l'objet, enfin, qu'il a reçu de la part du duc, qu'il la connaît maintenant depuis 11 ans, ça fait 11 ans qu'il est à Weimar, invité par le duc de Saxe-Weimar, pour à la fois être son compagnon, son ami et son ministre. Il avait énormément de fonctions, et ça fait donc 11 ans qu'il n'a plus rien publié. Avant, je vous le rappelle, il s'était donc 12 ans auparavant, il était l'auteur des Souffrances du jeune Werther. C'est à ce titre-là que le duc était venu l'inviter à la cour. Donc, le duc l'a invité en tant qu'écrivain. Il va pouvoir admettre qu'il faut qu'il parte maintenant pour se consacrer à nouveau à ses œuvres littéraires, parce qu'il a négligé tout cela pendant 11 ans. Alors il part, et il part incognito. Voici ce qu'il écrit au duc précisément. Tout cela, et encore beaucoup d'autres choses, me pousse et me force à me perdre dans des régions du monde où je suis totalement inconnue. Je m'en vais absolument seule, sous un faux nom, et j'espère tirer le meilleur profit de cette entreprise, qui peut paraître quelque peu étrange. Seulement, je vous demande de ne pas laisser paraître mon absence. Voilà en quels termes il prend congé du duc. Vous voyez qu'il veut partir incognito, c'est pas simplement pour ne pas être connu, c'est pour devenir un homme simple. Il ne veut plus être l'auteur de quoi que ce soit, le ministre de quoi que ce soit, il part en homme tout simple.
Et ensuite, il a pris soin, avant de partir, de préparer les affaires de l'État de manière à ce qu'on puisse les reprendre en cours de travail. Continuons. Suite. Je ne cherche maintenant que des impressions sensibles. Il s'agit de reprendre intérêt au monde extérieur, d'essayer et de mettre à l'épreuve mon esprit d'observation, de constater jusqu'où s'étendent mon savoir et mes connaissances, si mon œil est clairvoyant, pur et vif, et si les plis qui se sont formés et imprimés dans mon esprit se peuvent encore effacer. Qu'est-ce qu'il veut donc? Effacer la routine et les habitudes de pensée pour se renouveler. Je ne fais pas ce voyage pour m'abuser moi-même, mais pour apprendre à me connaître au moyen des objets. Il ne part donc pas pour se distraire, il part pour se découvrir et se redécouvrir. Il ajoute, il vaudrait mieux, je pense que c'est, oui, la suite, il vaudrait mieux ne pas retourner dans mon pays si je ne devais pas y revenir en homme nouveau. Vous voyez, le dessin est clair, l'objectif est pour lui déterminé. Alors pourquoi choisir l'Italie? Bon, vous le savez certainement, c'était à la mode depuis le XVIIe siècle. La jeunesse de l'aristocratie était envoyée en Italie pour se former, pour approfondir ses humanités, pour élargir ses connaissances de l'art. Donc c'est une mode ambiante pour les gens à la fois de l'aristocratie et de la bourgeoisie. Goethe est un bourgeois, pas un aristocrate. On appelle ça le Grand Tour en Angleterre, on appelle ça le Cavalier Tour en Allemagne. Mais en plus, Goethe part avec une culture personnelle et un engouement qui va très très profondément dans son être, pour la bonne raison que son père avait fait ce voyage avant même sa naissance, et qu'il a rédigé, son père, le père de Goethe, a rédigé un compte-rendu de son voyage en italien, tellement il était enthousiasmé par ce voyage, et il l'a rédigé dans l'espace à langue, donc il avait un Italien à côté de lui qui l'aidait à rédiger, et c'est ce personnage-là qui a inculqué à Goethe, comme au père de Goethe d'ailleurs, les premiers éléments de la langue italienne. Ce qui veut dire qu'il a parlé l'italien presque dès berceau. Voilà. Il a appris très très tôt l'italien, comme le français du reste, après d'autres langues encore. Donc cette Italie, elle est très profondément ancrée en lui, c'est quelque chose qui est une source de sa définition de soi. Alors, il part donc à 37 ans, vous l'imaginez, en connaisseur averti, il a lu beaucoup de choses, tout ça enraciné dans cette nostalgie de l'Italie. Et pour bien comprendre son élan, je vous propose de lire cette première lettre de Rome. Enfin, je puis parler. Et saluer mes amis d'un cœur joyeux. Au passage, je vous rappelle que c'est écrit du 1er novembre, il est parti depuis début septembre, ce qui veut dire que depuis 2 mois, il n'a écrit à personne. Qu'il me pardonne ce mystère et le voyage en quelque sorte souterrain que j'ai fait jusqu'ici. À peine osais-je me dire à moi-même où j'allais. Même en chemin, je craignais encore, et c'est seulement sous la porte del Popolo que j'ai été certain de tenir la ville de Rome. Oui, je suis enfin arrivé dans cette capitale du monde. Je m'estimerais heureux si je l'avais vue il y a 15 ans, bien accompagnée, conduit par un homme éclairé. Mais puisque je ne devais la voir seule et de mes propres yeux, il est bon que cette jouissance me fût accordée si tard. Voilà. Donc là, vous avez aussi, vous mesurez qu'il avait désiré partir en Italie, et finalement, comme c'est un esprit extrêmement positif, il valorise toutes les situations, donc il se contentera de toutes les connaissances avec lesquelles il part. Il continue dans cette même lettre. C'est en effet commencer une vie nouvelle que devant de ses yeux l'ensemble que l'on connaît en détail, intérieurement et extérieurement. Tous les rêves de ma jeunesse, je les vois vivants aujourd'hui. Les premières estampes dont je me souviens, mon père avait placé les vues de Rome dans un vestibule, je les vois maintenant en réalité. Et tout ce que je connaissais depuis longtemps en tableau et en dessin, en gravure, sur cuivre, sur bois, en plâtre et en liège, est réuni devant moi. Où que j'aille, je trouve une connaissance dans un monde étranger. Tout est comme je me le figurais, et tout est nouveau. Combien aussi il est moralement salutaire pour moi de vivre au milieu d'un peuple tout sensuel, sur lequel on a tant discouru et tant écrit, et que chaque étranger juge à la mesure qu'il apporte avec lui. Ici, au passage, vous notez que
impression sur une perception, on a immédiatement une réflexion morale, ce qui caractérise beaucoup l'approche de Goethe dans la vie en général. Donc il évoquera au cours du voyage des conditions un petit peu difficiles qu'il va rencontrer, parfois, puisqu'il ne voyage pas, il voyage très simplement, il prend les transports en commun, si je peux dire, ou de temps en temps, évidemment un peu mieux, mais il voyage dans le bateau de tout le monde, il voyage avec la calèche de tout le monde. Et il vit aussi dans des logements quelquefois très agréables, mais quelquefois aussi très simples. Donc c'est surtout ce voyage, ce qui nous touche à nouveau, c'est son émerveillement à travers tout le périple qu'il va parcourir. Voilà, et c'est pourquoi maintenant nous allons regarder l'Italie avec son émotion, son enthousiasme, son regard d'un homme du XVIIIe siècle, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Alors voilà ce qu'il a fait. Vous voyez là-haut, Carlsbad. Il est parti de là, je vous ai lu la lettre du départ. Je parle de lettres parce qu'il... Enfin, ce pas des lettres, ce sont des notes qu'il a prises, puisque c'est rédigé à la fois à partir des lettres qu'il a collectées et à partir de ses souvenirs. Il a mis 3 semaines pour arriver en diligence à Venise. Au passage, il s'enthousiasme pour l'amphithéâtre de Vérone. C'est le premier grand monument antique qu'il voit enfin. Et il l'imagine tout de suite plein de spectateurs. Voilà, tout de suite. Il faut que ça vive. À Vicence, il voit enfin les œuvres de Palladio. Il a lu les 4 livres de l'architecture. C'est un passionné d'architecture. Et il est heureux d'en faire l'expérience. Il est heureux d'autant plus que, bon, au passage, quand il était très jeune, il admirait le gothique, mais depuis qu'il est à Weimar, il a pris goût à l'architecture classique, et donc maintenant, c'est plutôt vers cette architecture de la Renaissance et de la post-Renaissance qu'il se tourne. Donc, il va vérifier dans ce premier voyage, dans cette première partie du voyage, ce qu'il avait appris, plus ou moins, en tout cas, sa grande nostalgie, et enfin, il aborde Venise, comme nous, en bateau, et il appelle et dit « J'arrive à la reine fiancée à l'Adriatique ». Voilà, il écrit ça le 28 septembre. On va regarder avec lui comment il découvre Venise. Il était donc écrit, à ma page, dans le livre du destin que l'on 1786, le 28 septembre au soir à 5 heures, et selon vos horloges, je verrai Venise pour la première fois en débouchant de la Brenta dans les lagunes, et que bientôt après, je poserai le pied dans cette merveilleuse ville insulaire, dans cette république de Castor. Ainsi donc, Dieu soit loué. Venise n'est plus pour moi un simple mot, un vain nom qui m'a tourmenté souvent, moi l'ennemi mortel des paroles vides. On voit ici qu'il a tout de suite ce ton solennel. Alors il ne faut pas le prendre comme un ton suffisant, c'est pas ça. Il était écrit là, d'abord que quelqu'un qui marque toujours que le destin dirige sa route, mais en plus, cette solennité qu'il met au départ, c'est pour exprimer son contentement, son bonheur profond. Voilà, donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va regarder à Venise? On continue, puisque c'est dans la même note. On a déjà, non, auparavant. On a déjà compté et publié beaucoup de choses, je dirais seulement mes impressions personnelles. Mais ce qui me frappe avant tout le reste, c'est encore le peuple. C'est cette masse d'êtres vivants rassemblés par la nécessité et la contrainte. Alors ici, on voit apparaître un élément qui est très important dans l'admiration de Goethe pour Venise, c'est la République des Castors, d'abord le mot République, ensuite les Castors, et ensuite les êtres vivants rassemblés par la nécessité et la contrainte. Partout, quand Goethe va à un endroit, il regarde comment les êtres humains ont évolué. Et là, ce qui le frappe, c'est le courage des Vénitiens, au fil des siècles, pour bâtir cette ville. C'est ça qu'il admire. Ensuite, voilà, regardez. Du reste, l'eau leur tenait lieu de rue, de place et de promenade. Le Vénitien dut devenir un être d'une nouvelle espèce, tout comme Venise ne se peut plus comparer qu'à elle-même. Le grand canal qui serpente à travers ne le cède à aucune rue du monde. Alors bien sûr, il admire tout de suite, encore une fois, son cher Palladio, il va retrouver ses grands amours antérieurs. Et donc, ce qu'il admire chez Palladio, c'est la régularité, la fidélité aussi au canon de la Grèce antique. Et par exemple, au couvent de la Charité, qu'est-ce qu'il admire? C'est que les 3 ordres
les 3 ordres du colonne sont tous représentés avec élégance. Bon, voilà. Ensuite, ça c'est pour l'architecture. Et ensuite, alors je vous lis là, je n'ai pas écrit le texte. Écoutez bien. Le don que j'ai depuis longtemps de voir le monde avec les yeux du peintre, dont les tableaux viennent de faire impression sur moi, m'a conduit à une réflexion particulière. Il est manifeste que l'œil se forme d'après les objets qu'il voit dès l'enfance. Aussi, le peintre vénitien doit-il tout voir, plus lumineux et plus serein que les autres hommes. Comme je voguais un jour à travers les lagunes en plein soleil et que j'observais sur leurs bancs les gondoliers aux vêtements bigarrés, ramant et passant d'une course légère et se dessinant dans l'air bleu sur la plaine verte, j'avais la plus vive et la plus fidèle image de l'école vénitienne. En voilà qu'il approfondit chacune de ses expériences en les reliant à ses expériences d'artiste et de réflexion. La lumière du soleil relevait d'une manière éblouissante les couleurs locales, et les parties ombrées étaient si claires, les proportions gardées, elles auraient pu servir à leur tour de lumière. Il en était de même des reflets de l'eau verte. Tout était clair et pas en clair, en sorte que les flots écumants et leurs flammes étincelantes étaient nécessaires pour mettre les accents. Le Titien et Paul Véronèse avaient cet éclat au plus haut degré. Il décrypte Venise du haut du campanile. Il contemple les mosaïques de Saint-Marc en étant critique d'ailleurs, puisqu'il relève qu'elles ne sont pas toujours très bonnes. Il visite le palais des Doges avec enthousiasme. Il va beaucoup au théâtre. Il y en a beaucoup à l'époque à Venise, et évidemment il se régale puisqu'il était directeur du théâtre de Weimar. Il avait fait de la mise en scène, il était acteur, etc. et responsable culturel. Il loue partout la vaillance du peuple et la vaillance de la République. Il visite l'arsenal en détail, admire aussi la dignité du vieux doge dans le spectacle de la grand-messe, dont il est heureux. Il se jette sans guide dans le labyrinthe de la ville et il savoure l'anonymat, une solitude parfaite. Il évoque évidemment le pittoresque des rues, du marché aux poissons, des gens. Il est fasciné par le grand spectacle de la mer. Il faut vraiment que tu fasses le test. Ah, pas que je bouge, c'est ça? Parce que sinon... D'accord, ça va là? C'est désagréable. Oui, mais devant. C'est contraignant, mais il faut que ce soit confortable et pour vous, les fonds, là-bas, c'est sûr. Donc, alors, une chose, alors, il visite donc, il est fasciné par la mer, il visite les îles, la lagune, et un soir, il s'offre un clair de lune en gondole pour écouter seul comment 2 gondoliers chantent sur des mélodies particulières les textes du Tasse et de l'Arioste. Partout, il se livre à son activité favorite, observer pour mieux approfondir ce qu'il a ressenti. Venise, c'est la première grande expérience de sa reconquête de la liberté de vivre et de sentir. De là, il file à Rome. J'ai franchi au vol, pour ainsi dire, les Alpes du Tyrol. J'ai bien vu Vérone, Vicence, Padoue, Venise. J'ai vu en courant Ferrare, Costento, Bologne. J'ai à peine entrevu Florence. Tel était mon désir d'arriver à Rome. Il augmentait si fort à chaque moment que je ne pouvais plus m'arrêter. Et je me suis demeuré que 3 heures à Florence. Il le dit avec regret. Il y reviendra un peu plus tard, mais trop tard. Me voilà à Rome. Et tranquille. Il y a ce qu'il paraît tranquillisé pour toute ma vie. Dans cette capitale du monde, il restera d'abord 3 mois. Il est fasciné par tout ce qu'il voit. Les antiquités, les églises, les villas, les sculptures, les peintures, les musées et la campagne romaine. Il visite le palais du Quirinal, le Belvédère, où il admire pour la première fois l'éloge de Raphaël, le palais Rondinini sur le Corso, puisqu'il l'a en face, le Panthéon, la pyramide de Césius, les ruines du Palata, les thermes de Caracalla, la Via Appia, le Colisée, le Capitole. Il va plusieurs fois à Saint-Pierre. Il assiste à une messe le 6 janvier. Il visite quantité de villas, des palais. Bref, il visite aussi les églises et il se rend sur la tombe du Tasse, puisque c'est un poète favori sur lequel il écrit une pièce de théâtre. Le 2 février, il faut s'être promené dans Rome au clair de lune pour concevoir la beauté d'un parc spectacle. Tous les détails
détails sont effacés par les grandes masses d'ombre et de lumière. L'ensemble et les plus grands objets se présentent seuls au regard. Depuis 3 jours, nous avons bien et complètement joui des nuits les plus claires et les plus magnifiques. Le Colisée présente surtout un beau coup d'œil. On le ferme la nuit. Un ermite y demeure auprès d'une petite chapelle et des mendiants se nichent dans les voûtes ruinées. Ils avaient allumé un feu par terre et un vent léger poussait d'abord la fumée dans l'arène, si bien que la partie inférieure des ruines était couverte et que les énormes murailles dressaient au-dessus leur masse sombre. Nous nous arrêtâmes devant la grille à contempler ce phénomène. La lune était haute et brillante. Peu à peu, la fumée s'échappa à travers les murs, les crevasses et les ouvertures. La lune l'éclairait comme un brouillard, le spectacle était merveilleux. C'est comme cela qu'il faut voir éclairer le Panthéon, le Capitole, le péristyle de Saint-Pierre, les grandes rues et les places. Ainsi, le soleil et la lune, tout comme l'esprit humain, ont ici une fonction toute différente de celle qu'ils ont en d'autres lieux. Ici où leur regard rencontre les masses énormes et pourtant régulières. Le spectacle qu'il admire est en quelque sorte architecturé par la lumière de la lune et les feux. C'est cette mise en structure à la fois cosmique et humaine qui le ravit. Juste avant son départ, il note « Sur la terre flotte une vapeur du jour qu'on ne connaît que dans les tableaux et les dessins de Claude Lorrain. Mais il est difficile de voir dans la nature le phénomène aussi beau qu'on le voit ici. Le ciel est comme un taffetas bleu clair illuminé par le soleil. Que sera-ce à Naples? Donc il va à Naples. Il quitte Rome le 22 février, passe par Vétri, Fondi, Santa Agata, et il arrive dans la plaine de Capoue. La terre est admirablement pure et meuble et bien cultivée. Les cèpes sont d'une hauteur et d'une force extraordinaire. Nous avons toujours à main droite le Vésuve jetant une épaisse fumée. Je me félicitais en moi-même de voir enfin de mes yeux cet objet remarquable. Le soleil devenait toujours plus clair, l'atmosphère était presque toute éclaircie quand nous approchâmes de Naples. Et nous nous trouvâmes alors réellement dans un autre pays. Les maisons à toit plat annoncent un autre climat. À l'intérieur, elles peuvent n'être pas très confortables. Tout le monde est dans la rue, assis au soleil, aussi longtemps qu'il veut luire. À Naples, il jouit pleinement de la sérénité du voyageur heureux qui s'épanouit. Naples est un paradis. Chacun vit dans une sorte d'ivresse et d'oubli de soi-même. C'est aussi ce que j'éprouve. Je me reconnais à peine. Il me semble que je suis un autre homme. Je me disais hier, ou bien tu es fou jusqu'à ce jour, ou bien tu l'es maintenant. Jouir de soi, dans sa présence au monde, voilà maintenant le plaisir qu'il s'accorde. Il loge près du Castello, près de la mer, et il apprécie dans une auberge assez simple, assez modeste, le décor qui annonce Pompéi et Herculanum. Il commence par visiter la grotte du Posélie, le palais Célamar où réside son ami le peintre Philippe Hackert. Il se dévoile, c'est-à-dire que son ami Hackert lui suggère de se faire connaître pour ce qu'il est, parce que ça va lui permettre de fréquenter la haute société napolitaine qui va alors lui ouvrir la peinture napolitaine, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, grâce à ça, entrer dans les villas. Mais, alors tout ça, bien sûr, il admire la peinture napolitaine, que nous avons eu l'occasion de voir à Montpellier d'ailleurs, entre autres, il y a 12 ans, je crois, ou 3 ans. Mais surtout donc, enfin pour nous en tout cas, ce qui est particulier aussi pour sa visite à Naples, c'est qu'il va monter 3 fois sur le Vésuve. 3 ascensions du Vésuve. Alors le 2 mars, il commence, là il marche sur les laves de la première coulée. Le 6 mars, il remonte avec son ami Tischbein. Aussi longtemps que l'espace nous permit de rester à une distance convenable, nous trouvâmes ce spectacle grand et sublime. D'abord un puissant tonnerre qui retentissait du fond de l'abîme, puis des pierres grandes et petites lancées dans l'air par milliers enveloppées de cendres. La plus grande partie retombait dans l'abîme, les autres, fragments lancés de côté, tombaient sur la partie extérieure du cône et faisaient un vacarme étrange. Mais comme un danger actuel a quelque chose de séduisant et excite l'homme à le braver par esprit de contradiction, je réfléchis qu'on devait pouvoir, dans l'intervalle de 2 éruptions, aller jusqu'au cratère et revenir, joyeux d'affronter enfin le danger. On a beau avoir entendu 1000 fois parler d'une chose,
C'est la vue immédiate qui nous en révèle le caractère froid. La vive clarté du soleil semblait renvoyer le brasier. Il ne montait dans l'air pur qu'un peu de fumée. Je désirais approcher du toit où la lave jaillit. Pour pouvoir éprouver la chose, nous remontâmes la montagne. Nous essayâmes de faire encore une vingtaine de pas, mais le sol devenait toujours plus brûlant. Une vapeur insupportable, étouffante, qui obscurcissait le soleil tourbillonnait. Le guide qui me précédait se retourna, me saisit et nous arracha à ce brouillard infernal. Après que la belle vue eut réjoui nos yeux, et un coup de vin rouge, pardon, de vin, notre gosier, nous parcourûmes la montagne pour observer d'autres particularités de ce sommet de l'enfer qui se dresse au milieu du paradis. Oui, le vin rouge, vous comprenez, c'est à cause des couleurs qu'il a mises, parce que c'est un dessin de vin. Hein, bon, il faut admirer. Hein, voilà. Le 11 mars, il va accompagner, cherche à s'expliquer comme nous aujourd'hui ce qui s'est passé. Nous avons vu s'étaler à droite et à gauche les magnifiques paysages que mille dessins nous ont bien fait connaître, mais qui s'offraient maintenant aux yeux dans leur brillant ensemble. Pompéi étonne tous les voyageurs par ses proportions exiguës. Des rues étroites, mais pourtant bien alignées, pourvues de trottoirs, de petites maisons sans fenêtres, des chambres donnant sur des cours et des galeries ouvertes. Mais ces chambres, ces galeries et ces corridors sont bordés de brillantes peintures. J'empresse, parce que la description est évidemment beaucoup plus explicite, vous vous en doutez. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'à peine descendu, il regarde plus près de la ville. Je remarquais de nouveau ces maisonnettes, véritables copies de celles de Pompéi. Nous demandâmes la permission d'entrer dans une, et nous la trouvâmes très proprement arrangée. Des chaises de canne élégamment tressées, une commode toute dorée avec des fleurs peintes de couleurs diverses, en sorte qu'après tant de siècles, après d'innombrables changements, ces contrées inspirent à ses habitants des mœurs et des coutumes, des inclinations et des goûts pareils. Nous reviendrons sur ce genre de remarques quand on fera le bilan du voyage, parce que c'est précieux. Il va à Herculanum. Là, il déplore que les fouilles n'aient pas été faites d'après un plan régulier par des mineurs allemands, car dans ces fouilles, le brigandage a fait au hasard que de nobles reliques dissipées. Et oui, un manque d'organisation et de probité dans le travail. Mais quand même, il regardait donc le dessin de Piranèse. Hein. On descend par 60 marches dans un gouffre où l'on admire à la clarté des flambeaux le théâtre qui s'élevait jadis à la face du ciel, et l'on se fait raconter tout ce qu'on a trouvé là et tiré de la profondeur. Au passage, je signale, il visite Caserte et compare ça à l'Excurial, donc c'est pas beau du tout. Le 23 mars, il va à Pesto. C'est un enchantement pour lui, Pesto. Il y reviendra car il aime ses temples par-dessus tout. C'est son ami Knip qui fait les dessins, vous avez gravure de Piranèse, et puis, donc Knip, en bas, on reviendra sur le rôle qu'a joué Knip lors de ce voyage. Ensuite, il part en Sicile. Je vous l'ai dit, avec un bateau tout à fait normal. La Sicile, dit-il, sans la Sicile, l'Italie n'est pas en nous un tableau achevé. C'est ici, en effet, que se trouve la clé de toute chose. Cette expression, il faut la comprendre comme étant la réflexion que c'est en Sicile que sont les vestiges de la Grèce antique, et c'est ça qu'il va chercher. Comme beaucoup de gens de son époque, puisqu'on ne pouvait pas aller en Grèce, étant donné qu'elle était sous le joug turc, donc on voyageait jusqu'en Sicile pour aller voir les vestiges de la Grèce. Donc c'est ça qu'il cherche. Mais il n'y a pas que ça, puisque son arrivée à Palerme est magnifique. Alors je vous livre sa description. La réception qu'elle nous a faite ne saurait se décrire. Elle, c'est la Sicile. Hein. C'était les mûriers à la fraîche verdure, les lauriers rosés au feuillage toujours vert, les haies de citronnier. Dans un jardin public, on voit de larges planches de renoncules d'anémones. L'air est doux, chaud et parfumé, le vent est tiède. La lune se levait derrière un promontoire et se reflétait dans la mer. Et cette jouissance, après avoir été 4 jours et 4 nuits valotée par les flots. Oui, il n'a pas le pied marin. Il passe 2 semaines à Palerme. Il découvre les églises, les places, les fontaines. Il converse beaucoup avec le peuple sicilien. Il visite Montréal, admire le jardin botanique, qui le séduit. Et il est tellement séduit qu'il court s'acheter Homère, qu'il avait peut-être laissé à Rome ou dans une valise, je ne sais pas, parce qu'il veut lire tout de suite et sur le champ Ulysse et Nausicaa au pays de l'âge d'or.
Son goût s'offusque donc quand même des outrances de la villa Palagonia, près de Palerme. Il n'aime pas les excès baroques, non plus des fontaines. La saleté des rues et des auberges l'interpelle, et il s'interroge avec humour sur l'élimination des ordures qui est confiée là au ciel. Entre l'injustice qui écrase le pauvre peuple aussi, tout cela l'afflige, et il mesure aussi la noirceur de quelques tractations siciliennes, parce que, bon, il rencontrera la famille de Cagliostro, mais j'en parle dans les détails, parce que sinon on s'en sortira. Il va à Agrégente, voilà. Agrégente, bien sûr, il admire ces magnifiques temples, et là aussi, il regrette aussi l'état de conservation des monuments, et il dit, il perçoit donc, les vains efforts des hommes pour se défendre contre les violences de la nature, contre la sournoise malice du temps et contre la fureur de leurs propres hostilités. Goethe est un amoureux des formes équilibrées, l'abandon le désole, ce n'est pas un romantique nostalgique rêveur. On n'entend pas? Ça va mieux? Excusez-moi, je me fatigue. Ah oui, je veux me mettre le micro sur la tête. C'est ça? Tu veux me mettre le micro sur la tête? On va essayer une mission. Allez, envoyez le micro sur la tête. Allez, Moi, je pense plutôt dire ça comme ça. je continue dans en attendant, là, termine. Ah, bon, il y est d'ailleurs. Non, non, il n'y est pas. Voilà. Il ne peut pas gravir l'Etna, mais observe les conséquences des éruptions. Et dans le théâtre de Taormine, il évoque en homme de théâtre qu'il est, le décor qu'offre le paysage, et il envisage alors d'écrire lui-même tout de suite une pièce musica et Ulissa. Et après, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Là, ça marche là? Non, Est-ce que ça marche là? Est-ce que vous entendez parle, là? vas-y, parle. Est-ce que, oui, mais est-ce que vous entendez là? Parle. Oui, c'est ce que je fais. Là, vous entendez. Ah, ça c'est terrible. Hein. Est-ce qu'on entend ou pas? Bon alors, qu'est-ce qu'ils me disent entendre dans ce Alors pour Taormine, regardez bien Taormine, et si vous y avez été, rêvez une seconde. Hein, voilà ce qu'il est. Qu'on prenne place sur les gradins supérieurs. Et l'on avouera que jamais, peut-être, un public au théâtre n'eut devant lui de pareils objets. À droite, sur de grands rochers, s'élèvent des forêts. Plus loin et plus bas est la ville. Et bien que ces constructions soient modernes, il y en avait jadis de pareilles à la même place. Puis la vue s'étend sur toute la longue chaîne des croupes de l'Etna. À gauche, le rivage jusqu'à Catane, et même jusqu'à Syracuse. D'immenses montagnes fumantes terminent ce beau tableau, mais non d'une manière effrayante, car l'atmosphère vaporeuse fait paraître l'objet plus éloigné et plus doux. Bientôt, je fus incité à produire moi-même. À Messine, où il va aussi, il s'apitoie sur les conséquences du tremblement de terre, qui a été terrible, vous savez peut-être, 12 000 victimes, 30 000 sans-abri, et il dénonce les folies d'un gouverneur tyrannique qui n'a pas su redonner à la population ce que les éléments lui avaient enlevé. Palerme, Alcamo, Segeste, Castelvetrano, Sciacca, Agrigente, Catane, Taormine et Messine, et puis ce fut le retour par bateau, où il échappa de justesse à un naufrage au large de Capri. À Naples, il retrouve les couleurs de la vie qu'il y avait connues. On observe partout, avec la plus vive sympathie, une gaieté extraordinaire. Les fleurs et les fruits de toutes couleurs dont la nature se décore semblent convier les hommes à parer leur personne et tout ce qui leur appartient, des couleurs les plus vives. Les mouchoirs, les rubans de soie, les fleurs sur les chapeaux sont la parure de quiconque peut s'accorder cette fantaisie. Les sièges et les commodes dans les plus pauvres maisons sont ornés de fleurs bigarrées sur un fond doré. Les calèches à cheval sont elles-mêmes peintes en rouge éclatant. Tout semble s'efforcer de se rendre un peu visible sous la splendeur du ciel et de la mer. Et comme ils vivent, ils enterrent aussi leurs morts. Point de lente et noire procession qui trouble l'harmonie de ce monde joyeux. Il renonce à son anonymat afin de mener joyeuse et intéressante vie sociale, par exemple avec Sir Hamilton, qui est l'ambassadeur d'Angleterre, qui est un grand amateur et grand connaisseur d'archéologie et de vulcanologie, et avec la séduisante cette personne qui deviendra Lady Hamilton,
Et donc mon projectionniste favori vous en a donné une image tout à fait captivante, parce que cette dame dansait en tenue antique, sans dessous. Elle faisait donc de l'archéologie chorégraphique. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais elle a été ensuite la maîtresse de Nelson. Enfin, c'est une personne très, bon, très libérée, très connue. Voilà. Voilà. Donc, c'est très bien, j'avais fait passer à la suite. À Rome. Voilà. Donc, il repart pour Rome. Il retrouve à Rome, merci. Il retrouve à Rome son ancien logement. Et ce deuxième séjour est un épanouissement. Épanouissement dans ses relations, les explorations et le travail. Les écrits qui nous en livrent sont très tardifs et reflètent, donc ça on passe déjà à la rédaction des années, il écrit ça à 80 ans. Et ces écrits reflètent son enthousiasme, sa gratitude et aussi le bilan. Il va plusieurs fois à la chapelle Sixtine, visite les musées. Dans ce cadre, il nous livre aussi un important essai sur le carnaval de Rome. Et il devient même membre de l'Académie, membre officiel de l'Académie d'Arcadie, qui est une académie de gens de lettres. Hein? Donc c'est pour dire qu'il a su renoncer à son anonymat et se retrouver. Voilà. On ne peut pas le suivre pendant ces 10 mois qui y passent, 10 mois. Hein. Nous verrons les résultats tout à l'heure. Il résume en très peu de pages son dernier mois à Rome et il prend congé de tout ce qu'il a connu et aimé, dont une belle milanaise, on va dire peut-être entre autres, qu'il avait convoité. Il fait un ultime tour de ville, accompagné seulement de quelques amis. Lorsque j'eus parcouru, sans doute pour la dernière fois, la longue rue du Corso, je montai au Capitole, qui se dressait là dans le désert comme un palais de fées. La statue de Marc Aurèle me rappela le commandeur dans Don Juan et fit entendre aux voyageurs qu'il entreprenait quelque chose d'extraordinaire, dans la solitude de la voie sacrée. Les objets que je connaissais si bien me parurent étranges et fantastiques. Quand je m'approchais des restes sublimes du Colisée et que je jetai les yeux dans l'intérieur à travers la grille qui le fermait, je ne dois pas dissimuler que je fusse saisi d'un frisson et me hâtais de revenir. Les masses produisent toujours une impression particulière, parce qu'elles sont à la fois sublimes et saisissables. Et dans ces promenades, je faisais en quelque sorte, en quelque manière, l'incalculable summa summarum de tout mon séjour à Rome. À mon départ, je sentis une douleur toute particulière, en quittant sans espoir de retour cette capitale du monde, dont on fut quelque temps citoyen, on éprouve un sentiment qu'on ne peut ni exprimer, ni communiquer. À mon départ, je sentis une douleur toute particulière. Je l'ai lu, alors 38. Pas de traces de son retour à Weimar. On sait qu'il est arrivé le 18 juin. On sait qu'il s'est arrêté à Florence et que c'est à Florence qu'il a écrit de très beaux vers pour dire son amour, sa tristesse et sa nostalgie de l'Italie. Ces vers, il les a mis dans la bouche du personnage du Tasse dans sa pièce de théâtre Corrado Tasso. À 80 ans, sur la dernière page de son livre, il cite avec une infinie nostalgie, et c'est la dernière page, une élégie d'Ovide. Je sens les pleurs encore s'échapper de mes yeux. Alors maintenant, on va regarder le bilan de ce voyage. Pour regarder le bilan du personnage, on peut s'appuyer sur le tableau de Tischbein, ce qui va nous permettre de comprendre aussi la dimension et la critique. On voit Goethe ici avec un grand manteau blanc qui domine largement tout le tableau. On peut interpréter ce tableau, ce grand manteau blanc comme une grande réceptivité à tout ce qu'il va rencontrer. Et la grandeur du personnage, qui est excessivement, la jambe gauche est excessivement longue, est une illustration de, peut-on dire, son ouverture d'esprit. L'homme émerveillé qu'il est fut surtout un voyageur exigeant envers lui-même. Ce visuel, sensuel et sentimental est un intellectuel de haute volée. Il observe, note,
collectionne, organise son approche et il cherche à comprendre partout, sur tout. Il veut découvrir, s'adonner tout entier, corps, âme et sens à tout ce qu'il vit. Il lit beaucoup. Évidemment, il emporte avec lui les meilleurs guides qu'on avait à l'époque, et il y en avait d'excellents. Il emporte Palladio, Vitruve, Winkelmann, que sais-je encore. Il emporte le Linné, la fameuse encyclopédie des botanistes, qui a toujours droit de citer, je crois, qui est toujours animé, il l'avait. En cours du voyage, il achète les livres dont il a besoin, qu'il a envie de lire. Il ne se prive pas de ses lectures. Il s'agit partout de se documenter pour comprendre. Et ce grand manteau blanc couvre un homme qui visite en humaniste un pays qu'il admire. Ses critiques ne vaudront que pour l'obscurantisme religieux, l'arbitraire de souverains injustes et un certain manque d'organisation de la société. Alors Tischbein maintenant lui met regarder ce beau chapeau. C'est un chapeau de peintre. Alors ça ne nous étonne pas qu'il ait mis un chapeau de peintre parce que nous avons vu ses dessins. Donc, nous savons que Goethe aime dessiner. Il arrive à Rome sous le pseudonyme de Pittore Filippo Miller. Et il était parti comme négociant de Carlsbad, hein, mais là donc il s'affiche peintre. Et il est accueilli par son ami le peintre Tischbein, pour lequel il avait obtenu en Allemagne une bourse de séjour à Rome. Il loge avec lui dans une pension qui est une sorte de communauté d'artistes, qui est très bien suitée, 18 Via del Corso, donc en face le palais Rondanini, en bas des escaliers qui mènent à la Trinité des Monts. Actuellement, c'est le site de l'Institut Goethe à Rome. C'est un privilège pour lui d'habiter parmi ces peintres, parce que c'est un homme du regard et il a longtemps hésité entre une carrière de plasticien et une carrière d'écrivain. Alors il est là, et bien sûr, c'est là que nous allons parler des passeurs que furent les peintres qu'il a rencontrés. Ma fantaisie, mon plus vif désir, en d'autres termes, avait été quelquefois de me voir conduit en Italie par un homme savant, un Anglais, versé dans les arts et dans l'histoire. Et tout cela s'est accompli mieux que je ne pouvais l'imaginer. Mon excellent ami Tischbein vivait ici depuis longtemps, et il vivait avec le désir de me montrer Rome. Il y a longtemps que nous étions en correspondance, notre connaissance personnelle est nouvelle encore, où donc aurais-je pu trouver un guide plus excellent? Je jouirai et apprendrai tout ce qu'il est possible, et cependant, je le prévois, quand je partirai, je souhaiterais d'arriver. Quelques jours après son arrivée, il se rend au Quirinal, qui est ouvert ce jour-là, parce que c'est quelques jours après la Toussaint, oui, c'est la Toussaint exactement, et il y a la possibilité de voir les œuvres. 40, voilà. Je vis avec, alors c'est ce qu'il voit au Quirinal, hein. Je vis avec admiration la Sainte Pétronille du Guerchin, une toile du Titien qui m'a frappé plus encore. Enfin, je fus attiré par un Saint-Georges, vainqueur du dragon et libérateur de la jeune fille. Personne ne pouvait me dire le nom du maître. Un petit homme modeste, jusque-là silencieux, s'avança et m'apprit que ce tableau était le Pordenone de Venise, que c'était un de ses meilleurs ouvrages où l'on reconnaissait tout son mérite. Alors, je pus m'expliquer l'attrait que j'avais senti. Le tableau m'avait charmé parce que je connaissais déjà mieux l'école vénitienne et savait mieux apprécier les mérites de son maître, ou de ses maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des connaissances en histoire de l'art, eh bien, on apprécie davantage ce que l'on rencontre. Et ce petit homme qu'il a rencontré, il s'appelle Mayer, et il restera un ami pour lui jusqu'à la fin de ses jours. À Rome, il tire surtout parti de cette communauté de peintres avec laquelle il loge, et qu'il appelle le Zauberkreis. Le Zauberkreis, en allemand, ça veut dire le cercle magique. Alors, et voilà, il n'y a pas que, mais en voilà de très important. Vous avez Philippe Hacker. Je vous signale au passage qu'on vient de nettoyer un dessin de lui au musée Fabre, qui vient d'être entièrement restauré. Vous le regarderez en passant un peu.
Voilà, Angelika Kaufmann, qui est une femme peintre qui est arrivée à 11 ans à Rome et qui a fait toute sa carrière, une excellente peintre. Knip, avec qui il a voyagé à Naples et en Sicile et qui a fait quantité de dessins pour lui. Lips, qui va illustrer ses œuvres. Frédéric Bury, qui va se faire croquer tous ces jeunes gens en train de peindre à plusieurs reprises. Trippel, qui est un sculpteur qui en fera le buste. Mengs, qui est un excellent peintre que nous connaissons évidemment un peu mieux. On ne connaît pas bien, nous, aujourd'hui, enfin, au moins bien qu'autrefois, la peinture du XVIIIe. Tous ces artistes et quelques autres, il gardera avec eux des relations toute sa vie. On peut dire, juste pour la petite histoire, que les relations sont un peu distendues avec Tischbein, mais bon, on ne va pas aller chercher ça, c'est pas important. Et ces artistes du Zauberkreis ont un point commun, c'est qu'ils sont fidèles aux conceptions de Winkelmann. Alors Winkelmann, bon, vous savez, c'est ce grand historien de l'art du XVIIIe siècle. Je vous signale au passage quand même que Stendhal a pris ce nom de Stendhal parce que Winkelmann est né à Stendhal. Donc c'est par admiration pour Stendhal qu'il a pris ce nom. Pas pour Winkelmann. Alors Winkelmann, c'est le fondateur de l'archéologie. Ses réflexions sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture font autorité en 1755. Ensuite, il écrit l'histoire de l'art antique et il détermine les différents styles et sa nomenclature est toujours en vigueur. Et enfin, on peut dire qu'il est aussi à l'origine de la réflexion sur l'esthétique quand il écrit le traité sur les capacités à ressentir le beau qui paraissent en 1763. Alors Winkelmann a vécu longtemps en Italie. Vous savez peut-être aussi, il est mort assassiné à Trieste. Il est l'initiateur du style néoclassique qui prône la mesure et l'harmonie. C'est selon la formule avec laquelle il résume, ou on résume l'art grec sous son égide, de noble simplicité et calme grandeur. Winkelmann et donc fédère tout ce groupe. Il faut savoir qu'à la même époque, il y a un autre groupe de peintres à Rome qui s'appelle les Nazaréens et qui, eux, se revendiquent d'une esthétique plus tournée vers le Moyen-Âge. Tout ça, quand même, il faut se l'imaginer, c'est pour vous dire qu'il y avait en 1800 plus de 500 artistes allemands qui vivaient à Rome. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes gens faisaient le grand tour, hein, et donc ils cherchaient évidemment à faire des dessins par tous ces gens. Donc on vivait assez bien à Rome, de tous ces petits aristocrates ou bourgeois assez riches. Mais ça n'explique pas tout. Il y avait aussi cet engouement, ces échanges extrêmement riches. Alors, voilà un des dessins que fait Knip pour Goethe, c'est pour illustrer le fait que ces peintres dessinent pour parce qu'ils n'ont pas d'appareil photo, pour créer des souvenirs. Mais pas que ça. Il dessine, pour Goethe, ces passeurs que j'ai appelés les peintres sont aussi des gens qui vont lui apprendre à capter la beauté. Le soir venu, écrit-il, après avoir parcouru villes et campagnes, ils se réunissent et discutaient pour comparer et améliorer leurs dessins, et c'est Hackert qui savait dessiner et peindre d'après nature avec un goût infini qui leur sert de maître et correcteur. Il rentrera, lui, Goethe, avec quelques 900 pages d'œuvres sur papier, dessins, aquarelles, pastels, gravures, et il fera aménager sa maison de Weimar par Meyer en personne. Mais, voilà, vous les avez là. Ce n'est pas que cela. La peinture, vous l'imaginez bien, l'a appris, d'ailleurs on l'a vu au fil des passages qu'on a déjà regardés, elle lui donne le goût de regarder un peu plus profondément le paysage. Et là j'ai retenu Cassas, qui est un peintre français, un peintre dessinateur, graveur, architecte. Il vient de voir une exposition de Cassas et il écrit « C'est ainsi que les travaux de l'artiste disposent peu à peu notre œil, de sorte que la nature nous trouve toujours plus sensibles à ses beautés. » Donc, sortant d'une exposition de peinture, il a les yeux ouverts sur son environnement en profitant de la vision de l'artiste qu'il vient de rencontrer. Alors, regarder en peintre, ça lui permet aussi de comprendre un peu mieux les peintres à travers les paysages qu'il rencontre, puisque, on l'a déjà vu, hein,
mais je vous donne cette jolie phrase, la pureté des contours, la douceur de l'ensemble, la dégradation des tons, l'harmonie du ciel et de la mer et de la terre, cette fois, je comprends Claude Lorrain. Ces dessins sont des tentatives pour mieux comprendre. Les esprits progressifs ne se contentent pas de jouir, ils veulent connaître. On finit par sentir qu'on n'est capable de bien juger que ce que l'on peut soi-même produire. Apprendre le geste pour capter le vivant. Le geste du peintre, le geste du plasticien. Tischbein l'a initié à carrer sa vision, Hackert à peindre les paysages, Verschaffelt, notre grand peintre, lui a appris à structurer la perspective, et il apprend l'anatomie en analysant les œuvres de Michel-Ange. Il veut comprendre, et pas simplement en amateur, il veut saisir le geste du créateur. C'est la raison pour laquelle il va aussi apprendre à faire des moulages, parce que ce sera un moyen de communier avec l'acte créateur. Là, je vous le sais, il y a toujours en arrière-pensée chez lui le désir de saisir l'essence du vivant. Cette réalité, comme il dit, vive et sûre. Cette réalité vraie qu'il aime chez Mantegna, Titien, chez tous les peintres de la Renaissance, qui ont su ressusciter l'organisation harmonieuse, vigoureuse, claire, précise, je le cite, qui animait les anciens. Il aime la retenue, pas le baroque, pas le pathétique. Il y a quand même la place pour les tumultes de la vie dans ses œuvres, mais maîtrisée par la mise en forme telle que celle de la Chapelle Sixtine. Mais la vue du plus admirable chef-d'œuvre des dommages de tout. Et je suis à cette heure tellement ravie de Michel-Ange que je trouve après lui la nature même insipide, parce que je ne puis la voir avec d'aussi grands yeux que lui. Dans une lettre au duc de 1788, à la même époque, donc, il dit qu'auparavant, il n'avait rien compris à l'art. Avant d'aller en Italie, il n'avait rien compris à l'art. Parce qu'il voyait dans l'art un reflet de la nature. Alors qu'en Italie, il a découvert les profondeurs insondables, aussi vertigineuses dans l'art que celles qu'il découvrait en même temps dans la nature. Alors la nature. Tischbein nous l'a peint comme un encadrement assez stéréotypé de la campagne mondiale. Donc nous, qui avons lu le livre et qui avons vu l'attention que Goethe porte à ce qu'il rencontre, nous savons qu'il est attentif et que ce qui anime le peintre est aussi ce qui caractérise l'observateur scientifique qu'il est. Il a mûri pendant ce voyage des conceptions très importantes. Il cherche sans cesse la structure sous l'apparence. Il a un besoin profond dans toutes ses expériences de retrouver une universalité. Le goût de l'observation lui avait déjà permis à Weimar de découvrir l'os intermaxillaire chez l'homme. Or, à cette époque, on pensait que l'homme n'en avait pas. Et le fait de le découvrir, ça permettait de ranger l'homme au milieu des animaux. On s'acharnait à être persuadé que cet os n'existait pas pour distinguer l'homme des animaux. Or, Goethe se réjouit de voir que les hommes s'inscrivent dans l'unité du vivant, et en Italie, il va développer cette recherche de l'unité du vivant. Dès Venise, il collectionne tout ce qu'il peut de plantes et de cailloux. On a trouvé quelques 17 000 ou 18 000 cailloux chez lui à Weimar. Mais d'abord, commençons par les plantes, parce que c'est vraiment ça qui est fondamental. J'ai trouvé, dit-il, au bord de la mer, diverses plantes dont le caractère semblable m'a fait mieux connaître les qualités. Il me semblait voir notre innocent tissulage. Le tissulage, je ne sais pas ce que c'était, mais c'est une plante très très banale. Et il dit encore, ma fameuse doctrine des cotylédons est tellement sublimée qu'il sera difficile qu'on n'aille jamais plus loin. Les cotylédons, ce sont les premières feuilles qui se développent à partir du germe. Voilà. En fait, il a l'intuition du vivant, de l'unité du vivant, telle que Darwin les parle, que Darwin va la formuler. Et il est en quête de ce qu'il appelle la Urpflanze, c'est-à-dire la plante originelle, dont la structure fondamentale rendrait compte de toute l'université de la création. Voici ce qu'il écrit. Ensuite,
Alors voilà ses recettes. Alors il faut savoir qu'il a été en charge à Weimar des espaces verts, on dirait aujourd'hui. Et comme il était avec cette charge, il a approfondi ses connaissances en botanique. Approfondissant ses connaissances, il voulait aller plus loin et pensait qu'il y avait à l'origine de tout ce qui vit quelque chose de commun. Alors voilà. J'ai trouvé aussi au bord de la mer diverses plantes dont le caractère semblable à Fieporo. Voilà, je viens de vous le lire, il semblait notre innocent mucilage. Mais comme la nature, ce prodige qui ne ressemble à rien, développe du simple la plus grande diversité, et donc il part en recherche de cette loi fondamentale qui est au cœur du vivant. Voilà ce qu'il écrit donc à son ami Herder. Je dois maintenant te dire en confidence que je suis tout près de trouver le secret de la génération et de l'organisation des plantes, et que c'est la chose la plus simple qui se puisse imaginer. On peut sous ce ciel faire les plus belles observations. J'ai trouvé, avec une parfaite clarté et sans aucun doute, le point essentiel où le germe est logé. Je vois aussi tout le reste en gros. Quelques points seulement devront être mieux déterminés. La plante primitive devient la chose la plus étrange du monde et que la nature elle-même m'enviera. Avec ce modèle et sa clé, on pourra inventer des plantes à l'infini qui seront conséquentes, c'est-à-dire qui, sans exister véritablement, pourraient cependant exister. Et ce ne seront pas des ombres, des apparences pittoresques ou poétiques, mais elles seront une vérité et une nécessité intérieure. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Si ça va, mais je reste pas seule. Ah, vous pas je bouge la tête? Bon, écoutez, l'essentiel, c'est là, vous pouvez le lire. Elles auront une vérité et une nécessité intérieure. La même loi pourra s'appliquer à toutes les autres créatures vivantes. À son retour à Weimar, il écrira le traité sur la métamorphose des plantes. Une autre grande découverte de son voyage en Italie, ce sera la finesse des couleurs et des nuances. Alors, il n'a pas écrit le traité sur les couleurs tout de suite, il l'a écrit beaucoup plus tard, mais la sensibilité à la lumière qu'il voit inscrite entre l'ombre et la clarté va l'amener à cette grande réflexion sur les couleurs. Alors, si vous voulez, on en parlera après, mais ce n'est pas encore élaboré dans son jugement. En revanche, c'est une œuvre qui comptera, puisque vous savez certainement, tous les peintres connaissaient son traité sur les couleurs. Donc, toutes ces recherches vous montrent que c'est un homme qui voyage en observateur, en analyste, en scientifique. Il est minéralogiste, il est géologue, il est agriculteur. Non, spécialiste agronome. Il est aussi urbaniste. Il se montre ingénieur, par exemple à Venise, dès qu'il voit les installations de la lagune, il réfléchit à la manière dont tout ça a été agencé pour savoir comment ça marche. Et partout, ce qu'il veut, c'est comprendre les causes et les lois du fonctionnement. C'est ça qui l'intéresse. On pourrait dire d'ailleurs, plus généralement, qu'il pose un regard d'anthropologue pendant tout son voyage, sur tout ce qui l'entoure, avec un intérêt particulier pour l'activité productrice des hommes, parce que ce qui l'intéresse, c'est effectivement tout ce qui va dans l'intérêt de ses semblables. On peut trouver ce même état d'esprit dans la manière dont il regarde les vestiges, hein, les réceptifs au passé, à travers les vestiges, parce qu'il y cherche l'homme constructeur de civilisation. Sur le tableau, la pose du peintre est à la fois tournée vers nous et vers ce qu'il voit au-delà du tableau, tandis qu'il est assis sur les ruines de l'obélisque effondré. On voit les vestiges, du mausolée de Cecilia Metella, on voit deux aqueducs aussi. Donc ce qui l'intéresse, ce sont les vestiges de l'efficacité des hommes à travers les ans, et ce qui l'intéresse, c'est à travers le devenir tel qu'il peut le voir autour de lui, la permanence de l'être humain en œuvre pour maîtriser son existence.
On dit ça très joliment en allemand, on dit qu'il cherche die Dauer im Wechsel, c'est-à-dire la permanence qu'il y a à l'intérieur du changement. Et ça, à travers les hommes. Alors, sous le chapeau, voilà. Sous le chapeau, il faut suivre le regard de Goethe. La diagonale dans la construction du tableau et la concentration de la lumière sur son front qui invite à suivre ses yeux qui sont tournés vers l'infini. La ligne du regard est soutenue dans le fond par une ligne horizontale vaporeuse qui est inscrite entre ciel et terre. Le regard de l'artiste plus le regard du scientifique ont déterminé sa conception du monde, car les arts, comme les sciences, permettent de comprendre la vie dans sa dynamique et sa variété. Les deux chemins sont tournés vers le fondamental. Dans la même lettre à son ami Herder, il vante l'art des anciens qui représente l'existence avec une pureté, une intensité qui effraie, et le paragraphe d'après, tout son travail sur la plante primitive. Après les objets de la nature, qui est vraie et conséquente dans toutes ses parties, rien ne parle aussi haut que l'art véritable, qui est aussi conséquent que la nature. Je ne veux pas manquer de noter deux réflexions qui s'appliquent à tout dit. Pour chaque objet d'art, on est conduit à s'enquérir du temps où il a pris naissance. Il faut commencer par apprendre pour être en état d'interroger. La seconde considération a trait exclusivement à l'art grec et cherche à découvrir comment on peut procéder à ces artistes, comment ont procédé ces artistes incomparables pour déduire de la figure humaine le cycle de la création divine, qui est complètement achevé et dans lequel aucun caractère fondamental ne manque, non plus que les transitions et les intermédiaires. Je soupçonne qu'ils ont procédé selon les mêmes lois d'après lesquelles la nature procède, sur la trace desquelles je suis. Mais il s'y joint quelque chose encore, que je ne saurais exprimer. L'art et la science vont dans le même sens pour trouver l'unité du vivant. Goethe disait que la vie était symbole. Une étrange formulation qui s'éclaire si on comprend que la conscience de vivre passe par le regard que nous portons sur la réalité dont l'essence nous échappe. Ce que nous voyons n'en est que la représentation. La science l'analyse, l'artiste tente de la saisir par l'intuition, mais tout passe par l'exploration sensorielle et spirituelle pour quérir cette clé du monde que cherche aussi Faust quand il dit « Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält », ce qui signifie « Je veux savoir ce qui intrinsèquement constitue le monde ». Alors, comment s'est-il transformé? Comment toute cette recherche a-t-elle mené à sa production? Parmi les ruines, sous le lierre, qui est un symbole de nature toujours fraîche qui ravive le temps, on voit un relief qui évoque Iphigénie en Tauride. C'est la pièce que Goethe achève en rentrant. Car oui, il est définitivement passé de plasticien à écrivain. Suite. Il note: continuellement en présence des œuvres plastiques de l'Antiquité, on se sent comme en présence de la nature devant l'infini, l'insondable. L'impression du beau, du sublime, si bienfaisante qu'elle puisse être, nous inquiète. Nous désirons exprimer en paroles nos sentiments, notre contemplation. Je cédais au désir qui s'éveillait toujours plus en moi d'animer par de nobles figures poétiques la magnifique nature qui m'entourait. Je vois tous les jours plus clairement que je suis née pour la poésie et que je devrais cultiver ce talent et produire encore quelque chose de bon, puisque sans beaucoup d'études, le feu de la jeunesse m'a fait réussir quelquefois, allusion à son Werther qui avait, souvent du jeune Werther qui avait été, comme vous savez, un succès mondial pour l'époque. En prolongeant mon séjour à Rome, j'aurais gagné de renoncer à l'exercice des arts plastiques. Il affirme un style fondé sur l'harmonie et les valeurs humanistes,
Il transforme dans l'écriture la fameuse formule de Winckelmann dans l'art sur l'art antique de edle Einfalt und stille Größe, noble simplicité et paisible grandeur, qui n'aura rien d'un sublime éthéré chez Goethe parce que la sensibilité y est toujours en éveil. Il réécrit définitivement en vers iambiques Iphigénie en Tauride, en s'inspirant de la Sainte Agathe de Raphaël. Il achève Egmont. Il travaille à 2 ou 3 heures, 2 heures qui sont relativement mineures. Il travaille à Torquato Tasso, qui terminera à Weimar. C'est un hommage au Tasse, au poète, qui s'oppose à l'homme d'État. Il prévoit de terminer ce qui sera le premier Faust, qui paraîtra en 1808. Il écrit, comme je vous l'ai dit, le traité sur la métamorphose des plantes. Et un des beaux résultats de ce voyage sont les élégies romaines, qui sont des poèmes d'une sensualité exaltée, où la femme est au centre, on ne sait pas trop laquelle, mais on sait que c'était très sensuel. C'était l'œuvre préférée de Gide. Et là, je n'ai pas résisté à 4 ou 5 vers que je vous lis. Jusqu'ici, j'ai observé les églises et les palais, les ruines et les colonnes, en homme réfléchi, qui profite habilement de son voyage. Mais bientôt, je laisserai tout cela. Et seul temple, le temple de l'amour, recevra l'initié. Il faut dire qu'à son retour, il va rencontrer une jeune fille dans un jardin, dont il fera beaucoup plus tard sa femme. À la suite des influences assimilées en Italie, il écrira aussi et mûrira les années d'apprentissage de Wilhelm Meister. Wilhelm Meister est un jeune homme qui est guidé par une société secrète, qui est la Société de la Tour. Et ça m'a amusé parce que tout au début du voyage en Italie, Goethe a ces remarques qui m'ont fait penser que s'il avait choisi le nom de Société de la Tour pour la société qui a guidé Wilhelm Meister à sa maturité, avait à voir quelque chose avec ce voyage. La suite. Je suis comme un architecte qui avait voulu bâtir une tour et qui avait posé de mauvais fondements. Il s'en aperçoit encore à temps et il arrête avec empressement les travaux qu'il a déjà élevés hors de terre. Il cherche à étendre son plan, à le perfectionner, à s'assurer mieux de sa base et il jouit par avance de la solidité plus certaine du futur édifice. Veuille le ciel qu'à mon retour, on puisse également sentir chez moi les conséquences morales de cette vie passée dans un monde plus vaste. Oui, comme le sentiment artiste, le sentiment moral éprouve une grande rénovation. Le tableau de Tischbein sacralise l'œuvre de Goethe et transformait l'homme en monument et le chapeau en auréole. Goethe lui préférait, se préférait lui-même en devenir. Il n'a jamais vu le tableau. Il en avait juste une toute petite esquisse dans un tiroir. Parti homme du monde et de la politique, tiraillé entre ses responsabilités et ses talents, il revient convaincu de lui-même comme artiste, poète, dramaturge, romancier, essayiste, penseur et chercheur. Voilà ce qu'il appelle sa renaissance tout au long de son livre et qui constitue pour nous une invitation à approfondir la nôtre en dialoguant avec lui. La hauteur de vue, la sensibilité amoureusement ouverte, l'admiration, l'humanisme, la fascination et la révélation des beautés qui l'enchantent offrent pour nous, lecteurs et voyageurs d'aujourd'hui, une sorte d'élévation invitant à une contemplation éminemment formatrice et noble. Laissons-nous porter par l'amour des paysages, des gens, de l'art, par le partage de la pensée, la suggestion littéraire que nous retrouvons au fil de ces pages qu'il a choisi de nous offrir sur l'Italie. Et alors, si vous les voulez, ces pages, vous prenez votre téléphone portable, vous tapez Wikisource, et en haut du
Campanile Saint-Marc, sur le Vésuve, quelque part en Sicile. Vous avez accès à tout son voyage en Italie.